Quelles sont ces nouvelles pratiques en matière de gestion des données? Aujourd'hui, on va parler cloud, stockage avec la recommandation d'experts. Les experts sont autour de la table déjà installés. Bonjour Bertrand Garré. Bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'Informaticien qui appartient au groupe FICAD, dont est également issu la chaîne Be Smart for Change. Et à côté de vous, Gabriel Ferrara, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur technique de Pure Storage, spécialiste des solutions donc de stockage 100% flash. C'est comme ça que vous vous présenteriez? Oui, donc des environnements, pour les environnements aujourd'hui tout à fait actuels, en multi-cloud hybride, avec des innovations également dans la manière dont on consomme, et pas uniquement sur l'utilisation, mais sur la consommation de l'IT en général. Voilà, parce que en fait, est-ce que la notion de stockage aujourd'hui suffit à présenter le sujet qu'on va adresser? Qu'est-ce qui change dans ce domaine, Bertrand? En fait, le stockage évolue selon l'usage des données qui sont faites par les entreprises. Alors au départ, les données étaient bien rangées dans des bases de données, c'était assez facile de les stocker. Après est arrivé le cloud et l'intérêt pour des données qui n'étaient plus dans les bases de données. Donc on appelle ça les données semi-structurées ou non structurées. Et là, il a fallu faire évoluer le stockage pour pouvoir aussi s'intéresser à ces données et pouvoir les conserver. Donc ça a permis, entre guillemets, de voir apparaître, contrairement au stockage de base, qui était un stockage en bloc, c'est des petits bouts de 4 kilooctets ou un peu plus, vers le stockage de fichiers. Puis, plus tard, le stockage objet. Donc là, c'est des objets qu'on crée, etc., et qui correspondent un petit peu aux données qui sont dans le cloud. Mais on a vu, à cause de ça, une explosion du volume des données. Rien qu'une idée, à la fin de cette année, aura été créé 143 zettabytes de données. Je ne sais même plus le nombre de zéros que ça fait. Ce que j'allais demander, combien de zéros? C'est énorme. Ouais. Et donc, aujourd'hui, avec l'intérêt qu'on a pour tout ce qui est intelligence artificielle, etc., en fait, c'est l'idée de pouvoir exploiter le maximum de données qui sont dans les entreprises. Du temps où c'était rangé dans des bases de données, en fait, il n'y avait que 15% des données de l'entreprise qui étaient utilisées pour faire des analyses. Aujourd'hui, on étend ça à toutes les données qui n'étaient pas dedans. Donc les données qui sont dans des mails, des données qui sont dans des audios, des données qui sont dans des vidéos. Bref, ça devient énorme. Et pour ça, il a fallu, quelque part, que le stockage s'adapte. Donc on a vu après des problèmes de performance. Donc il a fallu que le hardware s'adapte pour avoir la performance, pour traiter ces volumes de données. Petit 2, après, sous la demande des utilisateurs, on a traité le problème de latence, c'est-à-dire le temps d'accéder à la donnée ou de la récupérer. Et donc là, on est passé du disque hardware classique qu'on connaissait, le disque mécanique, vers le flash, vers le SSD, enfin des choses qui apportaient de la performance. La rapidité, oui. À partir de là, vu le volume et le fait que, de toute façon, les données étaient déportées, parce qu'aujourd'hui, on parle de cloud. Non, toutes les entreprises, elles sont multi-cloud. Elles utilisent du SaaS, elles utilisent Salesforce, Workday, SAP, Oracle, etc. Donc, elles sont dans différents clouds. Et pour pouvoir traiter ces données dans les différents clouds, il a fallu aussi que le stockage se déporte aussi dans le cloud. Donc, en fait, on a vu une évolution du stockage vers le logiciel. Pure Storage, j'en ai un bon exemple. Ils vendent des baies, mais le contrôleur, il est logiciel. Et c'est ça qui permet d'avoir cette possibilité de gérer toutes les données partout. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir voir que le stockage n'est plus juste un serveur dans un coin. C'est aussi un moyen de gérer toutes les données, où qu'elles soient, pour protéger l'entreprise et pouvoir les récupérer. Donc ça amène de la complexité. Alors ça a complètement, j'imagine, transformé le métier, mais ça amène aussi de la complexité. Comment est-ce qu'on peut aider justement les services qui s'occupent des systèmes d'information, de la gestion des données, qui travaillent aujourd'hui sur l'IA, sur l'exploitation de toute cette intelligence dans l'entreprise? Comment on peut les aider justement à gérer cette masse d'informations? C'est un des enjeux majeurs des entreprises et des organismes publics. Donc Bertrand le disait, les usages changent, on accède à beaucoup plus de données
et encore on est au tout début de cette ère numérique, et en même temps vous avez un système d'information qui s'est complexifié avec, avant on avait juste une seule machine, voire deux, aujourd'hui on en a plusieurs avec des clouds qui peuvent être aussi assimilés à des entrepôts de données, hein, donc des salles. Donc les DSI font face à une complexité de plus en plus grande de leur système d'information, donc d'où les problèmes de sécurité, et vient se greffer des notions de compliance. Hein. Donc on a NIS2, les directives, alors on a les lois européennes qui arrivent. Justement, on doit se préparer justement à l'arrivée et l'application de directives européennes qui apportent des nouvelles contraintes ou des nouvelles obligations, en tout cas en matière de sécurité. Qu'est-ce que ça va changer, NIS2, dans le domaine du stockage ? Alors, beaucoup de choses. La directive, que ce soit NIS2 ou DORA d'ailleurs, est assez large. Elle ne se focalise pas uniquement d'ailleurs que sur l'IT, hein, mais c'est beaucoup plus large. Il y a un gros effort. En France, NIS2 touche à peu près 35 000 entreprises. Hein, donc, c'est pas anodin. Il y a un effort de mise en conformité. Il y a beaucoup d'aspects de sécurité à revoir, et notamment sur la continuité d'activité, tout ce qui est reporting d'incidents, reprise sur incident. Il faut être complet et rapide avec des solutions beaucoup plus abouties que ce que les entreprises et les organismes publics ont jusqu'aujourd'hui. Alors, dans Smartech, on le traite depuis quand même quelques temps, hein, ce sujet de NIS2, mais plus particulièrement sur notre problématique de la gestion des données, de leur sauvegarde, de leur stockage. Quel impact ça va avoir ? Alors, en fait, ce qu'appose NIS2, DORA, etc., c'est un problème fondamental de l'entreprise. C'est la résilience de l'entreprise. Et toutes ces problématiques viennent d'un contexte un peu spécifique. C'est que déjà, en France, on n'avait peut-être pas fait forcément tous les efforts possibles autour de la protection des données. Il faut être clair. Petit 2, il y a un risque. Aujourd'hui, vous êtes une grande banque. Il y a un risque systémique si vous prenez une attaque, quelle qu'elle soit APT, ransomware, etc., que ça fasse tomber une bonne partie du système financier. Donc DORA, c'est du NIS2 x2. Ouais. On durcit pour les secteurs réglementés la résilience et les exigences de résilience pour éviter que le système tombe. NIS2, c'est la même chose. En plus édulcoré peut-être. Ça veut dire que certains... Avant, en France, on avait les OIV, les organismes d'importance vitale, etc., etc., et c'était un nombre limité d'entreprises. C'était très souvent des grands comptes, plutôt défense, étatique, etc. Aujourd'hui, même quelqu'un qui vous transmet de l'eau chez vous, il va être NIS2. Hein. Un hôtel, il va être NIS2. Sur certaines de ces activités considérées comme essentielles. Voilà, il y a beaucoup plus d'activités qui vont être couvertes. Et ce qu'on va leur demander, c'est d'être résilients aussi. Et là, la problématique, elle va être que... Mais concrètement, la base de la sur cette résilience, protection des données, est-ce que ça veut dire qu'on va voir arriver des nouveaux services sur le marché, justement, pour cette mise en conformité ? Non, ça va renforcer ce que les acteurs du stockage avaient mis en place, mais autour d'une problématique qui va s'axer vers la résilience de l'entreprise. Comme le disait M. Ferreira, l'idée, c'est de pouvoir reprendre l'activité le plus vite possible. Avec un autre pendant, c'est ne pas perdre de données. Et donc là-dessus, le stockage va servir, entre guillemets, à la fois de première ligne et de dernière ligne de défense. Que ce soit par le stockage primaire, comme le fait Pure Storage, les acteurs du backup, voire même l'archivage. Et maintenant, comme toutes ces données sont dispersées dans différents clouds, il va falloir que les solutions de stockage s'adaptent pour pouvoir protéger les données selon les environnements. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose là-dessus ? Oui, effectivement, tous les éditeurs et les constructeurs de plateformes de données ont fait évoluer leurs solutions de manière à prendre en compte toutes ces nouvelles réglementations, avec des techniques qui ne sont pas nouvelles, hein, comme l'immuabilité,
la prise de clichés de données totalement invisibles pour justement s'affranchir de complicité interne, et pas uniquement d'actes externes, mais aussi le côté interne est important. Alors, on a parlé de multi-cloud, on m'avait dit de toute façon tout le monde est multi-cloud et tout ça. On parle aussi beaucoup de cloud hybride. Est-ce que vous pouvez nous faire un point justement sur la différence entre les deux, les avantages, les inconvénients, à quel cas d'usage, à quelles applications cela convient le mieux de passer en cloud hybride ou en multi-cloud? Qui veut commencer? Bertrand. Sur la notion d'hybridité du Ouais. cloud, il y a autant de définitions qu'il y a d'entreprises. Un cloud hybride, ça peut très bien être je suis dans mon data center et j'ai du cloud public. J'ai créé mon cloud privé et j'ai un cloud public. Je suis dans différents clouds. Donc en fait, la notion de cloud hybride, c'est devenu un petit peu un mot valise sur le fait de pouvoir utiliser différents environnements qui réagissent comme un cloud. Oui, d'accord. À partir de ça, quoi qu'il arrive, ça augmente ce qu'on appelle la surface d'attaque. Et que là-dessus, autant il y a depuis 2 ans, les entreprises sont très sensibles à ce qu'on appelle le ransomware et la fuite de données. Là-dessus, le dernier spectaculaire a été quand même la fuite de données chez Free. Quand on a quelques millions d'IBAN qui se baladent sur la planète, ça fait pas joli dans le paysage. Au passage, il faut comprendre que lors d'une attaque de ransomware, les éléments de stockage et de backup, de sauvegarde des données, sont les premiers qui sont attaqués, silencieusement, pour être sûr que l'entreprise ne puisse pas récupérer ces données et donc payer la rançon. Donc là-dessus, juste se protéger sur son site central et sur ce qu'on a là, les workspaces, tout ce que vous voulez, sans protéger le stockage, ça veut dire j'ai mis une porte blindée mais j'ai ouvert toutes les fenêtres. Et là-dessus, il y a un vrai problème de résilience globale de l'entreprise où on doit aussi protéger son stockage. Ça me protège mieux ou moins bien finalement de passer en multi-cloud? Parce qu'on dit ça augmente la surface d'attaque. D'un autre côté, ça multiplie la dispersion de mes données. On ne met pas tous les œufs dans le même panier. Quel est votre point de vue là-dessus? J'ai jamais vu un opérateur de cloud, quel qu'il soit, vous dire mettez vos données chez moi, c'est ouvert à tous les vents et tous les hackers peuvent venir. Non, quelque part, ça élève quand même le niveau de sécurité de base. Après, ça n'empêche pas d'être prudent. Pour beaucoup, les opérateurs de cloud ont la responsabilité de ne pas perdre de données. Ça ne veut pas dire qu'ils sont là pour les protéger. C'est ce qu'on appelle la responsabilité partagée dans le cloud. C'est un concept que parfois les gens ont du mal à comprendre. C'est que chacun a ses tâches à faire. Et protéger et stocker les données dans le cloud est de la responsabilité de l'entreprise, pas de l'offreur de cloud. Ouais. Et donc, il y a le besoin de faire quelque chose. C'est juste le contrat qu'ils ont signé. Quelle stratégie vous recommandez ? Alors, l'angle d'approche de Pure Storage est assez simple, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu privilégier ni l'un par rapport à l'autre. Donc, toutes les solutions qu'on fournit on-premise, on les fournit également dans les clouds publics. Donc, uniquement le logiciel dans le cloud public qui fonctionne en fait avec l'infrastructure du fournisseur. Et donc, c'est finalement les usages, Bertrand le disait très bien, les usages ont évolué et on s'est adapté à ces usages, de telle sorte que maintenant, on donne la possibilité aux clients de consommer la donnée et des services, que ce soit on-premise ou dans les différents clouds, de la même façon, c'est la même façon d'opérer. Et en plus, ce que je disais en introduction, c'est qu'on a été un peu plus loin et finalement, on a juste un seul contrat commercial et le client, en fait, il nous dit, voilà, je consomme 10% de premise, 90% dans le public, etc. Et nous, l'éditeur, le fournisseur, en fait, s'adapte à l'usage du client pour pouvoir mettre à disposition de chaque client les bonnes solutions aux bons endroits.
Bien, merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages. Je rappelle que vous êtes, Gabriel Ferreira, vous êtes le directeur technique de Pure Storage, donc spécialiste de ces solutions de stockage qui évoluent grandement, et Bertrand Garré, le rédac-chef de l'Informaticien. Merci beaucoup.